Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre rubrique Invité politique. Ce dimanche, Invité politique reçoit M. Jamil Bitar, président du MCATT. Bonjour, bonsoir M. Bitar. Bonjour. MCATT, quel est l'état de santé de votre parti aujourd'hui? On a l'impression que vous avez tourné dos au parti au profit du mouvement du 5 juin. Non, je m'inscris en faux parce que aujourd'hui, vous savez, le mouvement est un mouvement d'ensemble. Les objectifs ne sont pas atteints pour l'instant. Et le MCATT étant membre du mouvement, donc avec le pôle politique du consensus, qui est notre regroupement de base. Et nous sommes juste là, en tout cas, pour travailler afin que les objectifs du M5-RFP puissent être atteints. Quant au parti, vous savez, aujourd'hui, avec l'insécurité grandissante que nous avions au niveau du territoire national aujourd'hui, les mouvements se font rares. Oui, mais pourtant, les autres partis se font entendre tant bien que mal. Mais MCATT, on a l'impression que vous n'arrivez pas à vous frayer un chemin dans les marigots politiques. Non, c'est pas... Nous sommes présents pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions des bases solides en réalité, mais le déplacement de la première personnalité du parti que je suis sont contrôlés à juste titre. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a de forts risques quand on va dans le Mali profond de pouvoir se faire soit enlever ou avoir des problèmes. Vous le savez mieux que moi. Et je m'en vais vous dire que l'histoire récente du Mali a démontré, paix à son âme, que le président Soumaïla Cissé a été pris en otage. Oui. Et je ne le souhaite ni pour moi, ni pour les autres hommes politiques. Vous savez, tout ce monde est en train de tourner en rond. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et en la matière, je vous informe que, nous venons juste de faire une petite tournée à Bougouni. Voilà. Cette tournée, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'atmosphère de cette tournée? Est-ce que vous vous sentez en relation fusionnelle avec le peuple malien? Oui, aujourd'hui, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a le folklore qu'on va continuer d'entretenir. Mais il y a en réalité les vrais électeurs qui sont là, engagés politiquement et qui souhaitent vraiment avoir un changement radical. Vous savez, les gens se trompent. Il ne faut pas confondre la foule et les électeurs. Au Mali, nous avions l'habitude que quand un homme politique se déplace dans une contrée, c'est la foule qui sort. Mais au finish, quand il y a le résultat des urnes, vous vous rendez compte que vous n'avez personne. Okay. Et nous travaillons aujourd'hui sur les électeurs, on ne travaille pas sur la foule. On va parler à présent du M5. Votre immeuble abrite régulièrement les activités du M5. On a l'impression que le M5 n'a pas survécu au départ de la sémence de l'imam Mahmoud Dicko et du retrait un peu intelligent de l'imam Mahmoud Dicko. Pourquoi le M5 n'arrive pas à s'y réorganiser après le départ du M5, de la sémence tendance Issa Kaoudim? C'est vous qui le dites. Non, les faits sont là. Votre dernier meeting, vous avez eu toute la peine à remplir le palais de la culture, M. Bitar. Excusez-moi. Oui. Au début, les forces de sécurité sont venues. La première vague qui est arrivée, on les a fait retourner. La seconde vague a rempli le palais. Malheureusement, je ne sais pas si vous étiez là quand... Bien entendu, voilà. On a vu les images. Voilà, donc c'est vous dire quelque part que même les banderoles qui étaient dans la salle, mais nous n'avons pas mobilisé comme le fait les formations politiques que nous sommes, nous n'avons pas mobilisé comme d'autres personnes. Tout ce monde, ce beau monde est venu d'elle-même. Ce monde-là est venu pas avec des sotramas, pas avec de l'argent, pas avec des t-shirts ou d'autres effigies. Donc, les gens sont venus de façon engagée. Ce n'est pas la même masse,
ce n'est pas le même objectif que nous recherchons. Moi, aujourd'hui, vous me demandez de remplir le stade du 26 mars. Avec les moyens, je vais le faire. Donc, imaginez un peu combien de formations politiques sont dans... Peut-être que votre parti est plus audible que le M5 aujourd'hui, certainement. Ce n'est pas ça, parce que nous étions dans une restructuration, parce que l'un des premiers objectifs, c'était le départ du président Ibeka. Oui. Maintenant, le reste, la refondation du Mali, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que, au fait, nous ayons plus tard un Mali de nos rêves, un Mali que nous appelons de tous nos voeux. Mais aujourd'hui, la CEMAS, une partie, je vais dire, parce que l'imam Diarra est encore là. Oui. Vous êtes d'accord? Qui a démissionné de la CEMAS, hein? Oui, mais dites-moi, il était un des piliers, et mieux que ça. Et moi, je m'inscris aussi en faux. Je n'ai jamais entendu de l'imam Diko qu'il avait quitté le M5 RFP. Il avait quand même annoncé qu'il était retourné dans sa mosquée. Mais il ne l'a dit à personne. Je le dis, je le répète, et ça n'engage peut-être que ma personne, mais je n'ai jamais entendu de sa part qu'il y avait une rupture entre lui, imam Diko, et le M5 RFP. Mais les gens peuvent interpréter de leur manière. Moi-même, personnellement, aujourd'hui, vous pensez que j'ai suffisamment de temps pour faire toutes les réunions? Mais est-ce que vous êtes en train de vous démarquer de certains de vos camarades qui pensent que l'imam a trahi les M5? Certains l'ont dit publiquement. Oui, mais chacun peut imaginer de comment il voit la chose. Nous ne sommes pas des aveugles, malheureusement, j'ai du respect pour eux, mais nous avons des intelligences, chacun perçoit le retrait. Moi aussi, je dirais que je suis dans mes entreprises aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je consacre plus de temps à mes entreprises qu'à des activités politiques. Donc, quelque part, si je le disais, les gens peuvent l'interpréter comme ils le veulent, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que moi, j'imagine certainement que pour l'instant, on est en politique. Okay. Vos amis d'hier peuvent être vos ennemis de demain. Oui. Et vos ennemis d'hier peuvent être vos amis avec lesquels vous allez cheminer ensemble. Okay. Et ça, ce n'est pas un problème en politique, c'est des questions de circonstances, des questions de vision surtout. Ok. Quel regard vous, président du MCATT, vous portez sur le bilan des 7 premiers mois de cette transition? La désolation, elle est totale. Moi, je le dis, ça n'engage peut-être que ma personne, mais cette transition est focalisée sur des sujets qui, de mon avis, n'étaient pas, en tout cas, des plus importants qu'il faille régler pendant la transition, notamment des histoires de démolition, plein d'autres activités allant dans ce sens, et également cette gestion concertée, consensuelle que nous avions souhaitée avec la participation de tout le monde. Nous avions vu qu'aujourd'hui, il y a un clanisme qui s'installe, oui, même notamment dans le choix opéré au niveau du CNT. Vous avez tous compris, tous les Maliens sont unanimes dessus aujourd'hui, et force est de reconnaître que la priorité des priorités qui restait, en tout cas la sécurité nationale, aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, nous entendons, il y a eu attaque par-ci, attaque par-là, et tous les jours que Dieu fait, il y a des morts. Et nous avions estimé l'un de notre motivation et pour aller, en tout cas, dans la recherche du compromis pour chasser le président Ibeka du pouvoir, c'était le détournement massif de fonds qu'il y avait eu par rapport à l'armée. Plus de 2000 et quelques milliards qui avaient été détournés, les avions cloués au sol, les chars combat qui étaient des chars en carton pratiquement, et quelque part, nous nous sommes dit qu'il fallait aider cette armée. Okay. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître, nous sommes dans un régime militaire où non seulement ils ont
le pouvoir économique, l'argent, le budget national entre les mains, ça c'est un. De deux, ils ont le pouvoir politique pour prendre des décisions. Et de trois, la diplomatie malienne est entre leurs mains. Maintenant, la question que les Maliens se posent aujourd'hui, avoir tout dans sa main et ne pas pouvoir gérer ces problèmes sécuritaires, c'est ça le grand hic aujourd'hui. Nous nous disons quelque part, qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armée, mais il faut que le peuple arrive à savoir en réalité qu'en est-il réel. Donc le tableau est totalement noir pour vous? Moi, je le pense, et je le dis, et les lignes ne bougent pas. En tout cas, au rythme où nous allons, nous comprenons aujourd'hui que cette transition qui était censée être neutre, il y a des positionnements. Déjà, par rapport aux élections, il se dit en ville X, Y, je ne citerai pas de nom, sont des candidats, en tout cas, de la junte. Mais, quelque part, cette transition qui est censée être neutre déjà, si les candidatures sont annoncées au nom de cette junte, ça veut dire quelque part que... Peut-être vous êtes dans un procès d'intention. Non, le jeu, il est faussé. Vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi. Et c'est ce qui s'est dit. Et au Mali, il n'y a pas de rumeur. Quand les choses commencent de cette manière, ça finit toujours par être sur la table. Et mieux que ça, je dis quelque part que quand aujourd'hui nous regardons, qu'est-ce qui est le plus important? Les conditions des Maliens aujourd'hui. Y a-t-il eu une amélioration par rapport à ça? Le départ de IBK, ça nous a apporté quoi? Vous regrettez déjà le départ d'IBK? Non, aujourd'hui, on ne le regrette pas, on ne va jamais le regretter, parce que c'était la catastrophe dans tous les sens. Et nous pensons que cette transition, elle est éphémère, elle va passer. Mais ce qui est inconcevable aujourd'hui, c'est que nous pensons que la transition est uniquement focalisée que sur les élections. Sur les élections, il faut aller aux élections. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est sur la bonne direction pour organiser des élections irréprochables? Non, ce n'est pas possible. Parce que, on le dit chez nous, et quand vous prenez la situation, écarter la classe politique au profit de l'inconnu, entre guillemets, c'est quand même trop d'erreurs cumulées à ce niveau. Et quand vous dites écarter la classe, il ne faut pas relativiser un peu ces propos quand on sait qu'il y a un cadre d'échange entre classe politique et le Premier ministre, par exemple? Excusez-moi du terme. Il y a eu 2 réunions, ces 2 rencontres. J'ai participé à la première rencontre. C'était une prise de contact. La deuxième rencontre, on a parlé de mettre un cadre de concertation en place. J'ai vu récemment le décret qui circule. Et même là, vous savez, les réformes politiques, il y va de soi que ce soit l'affaire des hommes politiques. Mais quand vous voulez faire un mélange, excusez-moi du terme que je vais utiliser, les torchons et les serviettes, ils ont les mêmes vocations, mais ne sont pas utilisés de la même manière. Donc, c'est vous dire quelque part que chacun a sa place dans l'organisation de notre société aujourd'hui. Et vouloir mettre tout le monde ensemble de façon à trouver une solution. Des gens qui ont dit que le changement n'était pas possible au Mali, qu'il fallait laisser IBK terminer son mandat. Des gens qui étaient dans ces perspectives aujourd'hui, qui, de mon humble avis, qui étaient opposés carrément à un changement aujourd'hui, ne peuvent plus être crédibles, audibles, et être les vrais acteurs du changement, tel que vu aujourd'hui. Ceux qui ont prôné le changement, ceux qui ont cru à cela, ceux qui ont des projets par rapport à ça, sont écartés complètement de la gestion du pouvoir. Donc, s'il en est ainsi, c'est que nous sommes inscrits dans une continuité. Et cette continuité, malheureusement, la majeure partie de la population malienne ne veut plus, en tout cas, de ce mode de gestion de l'État. Ok.
Peut-être dernière question de l'émission, comment vous comptez aborder les prochaines élections, peut-être présidentielles? Est-ce que Jamil Bitar sera candidat à la prochaine élection? Si Dieu le veut, moi déjà, je suis d'une formation politique et je suis d'un regroupement politique, le pôle politique du consensus. Nous avions 23 formations, plus des associations, etc. Donc, je suis un candidat déjà investi en la matière. Donc, ma participation aux prochaines élections, il n'y a pas sujet de discussion par rapport à ça, parce qu'une formation politique, elle est faite pour aller à la conquête et pour exercer plus tard le pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, moi je vous dis franchement que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas tenir des élections. Parce qu'il y a une insécurité pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Vous voulez faire des otages au Mali? Vous voulez que tous ces leaders politiques puissent se retrouver entre les mains des soi-disant djihadistes entre-temps? Mais la priorité des priorités devrait rester d'abord à ce niveau. Maintenant, les réformes politiques, il y a plein de choses sur lesquelles le dialogue national inclusif s'est prononcé dessus, ça a été acté, mais malheureusement, on est en train de vouloir faire fi de la volonté populaire, de la volonté des Maliens pour aller justement à une soi-disant élection présidentielle. Oui, mais à vous écouter, on a l'impression que vous êtes pour l'ouverture d'une petite fenêtre de prorogation pour la transition. Non, ce n'est pas une ouverture. De façon, moi je suis un cartésien. Je suis un homme cartésien. Je le dis en tout état de choses, en toute connaissance aujourd'hui, il faut qu'on mette l'esprit devant le cœur. Parce qu'aujourd'hui, les conditions ne s'y est pas. Et c'est pas, moi je ne suis ni avec X ni avec Y. Ma préoccupation majeure, c'est le bonheur des Maliens. C'est le bien-être des Maliens. Et pour aller à une élection crédible, moins contestée, parce qu'aujourd'hui, à vouloir faire une élection, l'élection va se faire aux alentours de Bamako, et par finir, nous aurons une élection qui va être contestée déjà dans tous les sens, et on va finir par la rue. Et par la rue, je ne le souhaite pas, nous allons faire encore d'autres cadavres. Et ce n'est pas le vœu et le souhait des Maliens. Nous sommes malheureusement au terme de cet entretien. Peut-être un dernier message à tous ces militants MCATT qui vous regardent à travers le monde. Moi, mon message, c'est surtout à l'endroit de la jeunesse et des femmes. Vous savez, la jeunesse veut venir aux affaires. Ce n'est pas par les matchs de football, ce n'est pas par les trucs récréatifs. Et je veux parler des concerts, c'est bien beau tout ça. Ça a sa place dans notre société. Mais il ne faudrait pas que les hommes politiques les utilisent sur ce plan pour arriver à leur fin. Il faut que la jeunesse dise non pratiquement à ces gens et dire que de quoi ils ont besoin. Ils ont besoin d'aller à l'école, c'est une priorité. Ils ont besoin de travailler, c'est une priorité. Nos mamans, ils ont besoin d'apprentissage, c'est une priorité. Ils veulent aider leurs maris, nos papas, etc. au niveau du ménage, c'est une priorité. Il faudrait que nous ayons plus l'esprit travail que d'avoir l'esprit récréatif. Parce que, vous savez, les 35 heures de travail que les Européens, les Américains, un peu partout, et ils ont fini la construction de leur pays. Le Malien aujourd'hui doit travailler plus, produire plus pour subvenir aux besoins. Mais malheureusement, on est dans une situation, et je dirais aux gens de faire extrêmement attention. Et surtout aux dirigeants actuels, de ne pas aller vite en besoin. Que mieux vaut prendre le temps de mieux organiser les échéances futures que d'aller dans une aventure qui ne dirait pas son nom. Okay.
et que l'implication de tous les Maliens est nécessaire à ce niveau. Monsieur Bitar, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans ce bureau presque ovale. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas ma personne qui importe, et je le dis, c'est ce que je pourrais apporter davantage à ce pays, qui est mon seul pays, et mon vœu le plus ardent, le plus absolu, que ce soit peut-être la partie de la terre où les gens auront tout à vue. Donc, le bien-être des Maliens, c'est notre préoccupation. Et je vous dis merci et j'estime qu'on aura d'autres occasions pour échanger amplement. Merci. C'est malheureusement tout pour cet entretien. Notre invité était M. Jamil Bitar, président du MCATT et grande figure du mouvement du 5 juin. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre rubrique Invité politique.